On l'entend tous les jours à la télé. L'humanité se dirige vers un futur sombre. Nous sommes quasi 8 milliards sur Terre et pour beaucoup, c'est trop. Mais est-ce que c'est vrai ? Combien d'humains maximum la Terre pourrait-elle supporter ? Combien de temps ? Et à quel prix ? Sur cette planète dans la nuit, où partout la lumière jaillit, on pourrait croire que l'humanité grouille de partout. En vrai, pas tant que ça. Si on rassemblait tous les humains en France avec 1 mètre carré pour chacun, on tiendrait dans 7800 km². C'est plus petit que l'île de France. La population chinoise entière tiendrait dans le Val d'Oise. Si on voulait parquer la population mondiale dans un building aux dimensions standards, vous pourriez mettre 2500 personnes par étage, ce qui nous donne une tour de 3 120 000 étages, ce qui ferait quasi la même taille que la Terre. Bon, on est d'accord qu'un mètre carré par personne, faut espérer que ton voisin fouette pas trop, c'est pas vivable. Imaginons plutôt la vie dans une ville où toute l'humanité serait rassemblée. Pour ça, allons au Bangladesh, dans la ville de Dhaka. C'est la ville la plus densément peuplée du monde. 40 000 habitants au kilomètre carré, 8 fois plus que Lille ou Marseille. Les rues de Dhaka grouillent de gens, les klaxons sont incessants, il n'y a pas un seul endroit où vous pouvez être seul. En moyenne, chaque habitant n'a que 23 mètres carrés pour vivre, juste l'enfer. Tout ceci n'est pas sans rappeler un film de science-fiction bien connu, Soleil Vert. Un monde surpeuplé, rationné, affamé, où on évacue les marées humaines à la tractopelle. Je vous propose un petit exercice de pensée. Sur Terre, on est d'accord, tout n'est pas habitable. Il y a les mers, les déserts, les glaciers, qu'on va retirer. Ça nous laisse 134 millions de kilomètres habitables, 25% de la Terre. Eh bien, si on appliquait la densité de la ville de Dhaka sur toute cette surface, nous pourrions tenir à presque 6 000 milliards d'habitants. Par rapport à aujourd'hui, il y a de la marge. Dans l'histoire, le maximum d'habitants au mètre carré dans une ville a été atteint au Japon, 5 300 habitants. Donc ça a l'air assez peu, mais sur une île qui faisait la taille d'à peine 8 stades de foot. On était à équivalent de 84 000 habitants au kilomètre carré. En appliquant ces chiffres à toute la surface habitable terrestre, on obtiendrait un maximum supportable de 11 000 milliards d'habitants sur Terre. Comme sur l'île, chaque habitant n'aurait que 12 mètres carrés pour vivre. Ça a l'air glauque dit comme ça, mais c'est déjà la réalité pour beaucoup de Français. Moi-même, j'ai vécu presque 10 ans à Paris, dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés, et j'en suis pas devenu fou pour autant, enfin je crois. Si on reprend notre image de tout à l'heure, les 8 milliards d'êtres humains qui tiennent dans l'équivalent de 7800 km², si on appliquait cette densité à toute la surface habitable, la Terre pourrait supporter 134 000 milliards de personnes. Voilà la limite maximale théorique. Le truc, c'est que ce chiffre, vous en doutez, il est mathématiquement impossible à atteindre. La population s'écroulera bien avant, il faut bien se nourrir, boire, disposer d'énergie, ce qui change totalement notre problématique. C'est pas combien d'humains maximum sur Terre, mais combien d'humains maximum peuvent vivre des ressources de la Terre. En 300 ans, nous sommes passés de 1 à 8 milliards d'individus. La croissance de la population mondiale actuelle est à 1,12%. Ça paraît peu, mais attention, ça s'accumule. Les 1,12% s'appliquant aussi aux nouvelles naissances pour finir en courbe exponentielle. Du coup, si on ajoute encore 300 ans, avec cette même courbe, on ne sera pas à 10, pas à 20, mais bien à 300 milliards d'individus sur Terre. Ouais, là c'est chaud. Dans un tel monde, à quoi ressembleraient nos vies ? Au niveau de la nourriture, c'est pas glorieux. On va devoir se partager toute la production mondiale en 300 milliards, ce qui laisserait pas plus d'une dizaine de kilos de nourriture par personne par an. Pire, chaque humain devra se satisfaire d'un pauvre kilo de viande par an maximum. Autant vous dire que les entrecôtes de 500 grammes, vous oubliez. Pour l'eau, c'est pas mieux, on consomme 4,7 000 milliards de litres d'eau par an. Et on est d'accord, c'est déjà bien la galère. Sécheresse, restriction. Eh bien, pour une planète à 300 milliards d'habitants, il en faudrait 1000 fois plus par jour. Pour nous sauver de cette situation, il faudrait désaliniser massivement l'eau des océans, ce qui est très énergivore. Or, avec notre production énergétique actuelle, on n'aurait que 2,5 kWh à partager par personne et par an, ce qui représente pour une année 230 expressos à la machine à café. En réalité, dans ces conditions, la population mondiale s'auto-régulerait naturellement, par manque de ressources. Les habitants mourraient de faim et de soif jusqu'à retrouver un équilibre. Ça serait terrible, hein ? Obligé de laisser mourir des gens pour que l'humanité survive. Eh bien, ce dilemme moral, il faudra que tu le fasses de ton vivant, car nous sommes en plein dedans. 2000XXX, la grande régulation.
Vous connaissez tous le jour de dépassement, cette date dans l'année à partir de laquelle nous vivons à crédit, où l'on a consommé plus de ressources que ce que la Terre peut produire en un an. Par exemple, si vous coupez 1000 arbres alors que la Terre n'en renouvelle que 500, c'est parce que vous avez coupé des arbres qui sont là depuis longtemps. Or, cette réserve n'est pas illimitée. En 2021, le jour de dépassement est tombé le 5 mai. Ouais, c'est rapide. Pourtant, il y a encore quelques années, en 1970, le jour de dépassement tombait près de Noël. En 1960, on n'arrivait même pas à consommer la moitié de ce que la Terre produisait en un an. On était 2 fois moins nombreux dans le monde, et nos problèmes actuels, nos grands-parents ne les avaient pas. Certains économistes estiment que 5 milliards est la population idéale terrestre pour ménager les ressources. Mais il y a un gros défaut dans leur calcul, c'est qu'il inclut les inégalités entre pays. Les pays riches ne représentent que 17% de la population mondiale et consomment pourtant plus que les 83% restants. Si on voulait être égalitaire et que tout le monde sur Terre puisse vivre comme un Américain sans dépasser nos ressources, on serait limité à 1,9 milliard d'individus. C'est chaud, hein ? Alors c'est quoi nos solutions ? Certains proposent la décroissance. Si le monde entier vivait plus simplement, limiter l'industrie, retourner à la Terre, alors oui, nous pourrions monter à 11 milliards sans problème, mais bon, vous êtes beaucoup à penser comme Cartman. Deuxième solution, le malthusianisme. En gros, la réduction de population. Alors non, on va pas se la jouer à la Gengis Khan. Le bougre a quand même réussi à éradiquer 12% de la population mondiale pendant son règne. Non, la réduction de population, c'est quelque chose de sérieux. C'est même au programme des Nations Unies. Bon, par contre, je vous arrête tout de suite, ça veut pas dire qu'ils vont créer des guerres ou un super virus mortel. C'est plutôt des programmes pour réduire en douceur la natalité. Par exemple, un député écologiste proposait une grève des ventres avec suppression des allocations familiales après le 2e enfant. Le problème, c'est que ce genre d'idéologie, elle passe moyen. Il y a la religion, il y a la méfiance contre les gouvernements, et il y a les tensions ethniques qui montent, qui font se dire à certains qu'on fait la guerre par les ventres, par le nombre de naissances qui, en démocratie, donne un nombre de votants, et donc une victoire politique sur le long terme. Et puis, plus sérieusement, même quand on veut appliquer ce genre de politique, ça marche pas. La Chine, pendant 25 ans, a pratiqué la politique de l'enfant unique, ça a produit un désastre. On cachait les enfants en les privant de soins et d'éducation, on tuait les petites filles jusqu'à avoir un petit garçon qui perpétuera la lignée familiale, et le pompon, c'est que malgré tout ça, la population a quand même augmenté. 400 millions de personnes en plus, alors même que les règles se durcissaient. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. C'est pour ça que les politiques préfèrent la méthode douce, en passant par l'éducation, des femmes particulièrement. En accédant à des voies professionnelles enrichissantes, elles auront moins envie, ou ne seront plus contraintes, à se dédier à une vie de mère. L'argument de l'écologie est presque là pour se justifier à soi-même. Après, je vais vous avouer, tout ceci est long, incertain et pas forcément efficace. En réalité, le seul moyen de sauver la planète, c'est la science. Alors oui, elle est très décriée aujourd'hui. On dit qu'elle est idéologique, marquée ethniquement, outil du gouvernement. Mais les gars, c'est elle qui va sauver vos enfants de la famine. La nourriture, par exemple. Je vous apprends rien si je vous dis que la viande, écologiquement, ça consomme bien. Là-dessus, la science cherche des solutions. Viande synthétique, steak d'insectes, shaker de protéines comme feed, ou de l'hémoglobine végétale qui donne à l'Impossible Meat, par exemple, de vraies sensations sanguines, celle de mordre dans un steak alors que c'est que des légumes. Maintenant, s'il s'avérait que le monde n'était pas prêt à baisser sa consommation carnée, il resterait l'amélioration des rendements par l'utilisation d'OGM ou de fermes verticales gérées technologiquement. Chaque année, c'est minimum un demi-milliard de tonnes de nourriture qui est perdue en maladies et catastrophes climatiques. Une entreprise comme Agricool, qui fait grandir des fraises en conteneur, n'a pas ce problème. Ces fraises sont parfaites toute l'année. Maintenant, une telle méthode, ça demanderait de l'énergie. Et ça, c'est le gros problème. En France, dites-vous que même avec nos centrales nucléaires, on est tout juste niveau électricité en hiver. La faute à la surconsommation des grandes villes, mais aussi à la méthode d'acheminement et de stockage qui conduit à des pertes immenses. Chaque 1500 km parcourus, la moitié de l'électricité est perdue dans les fils. Une situation qui ne peut qu'empirer si, comme le laisse penser la tendance politique du moment, on se tourne vers l'éolien ou le solaire. C'est des énergies beaucoup plus imprévisibles, demandant d'énormes infrastructures de stockage pour quand le soleil ou le vent se fait absent. Par exemple, à tout hasard, la nuit en hiver, quand on a le plus besoin d'électricité. C'est une catastrophe écologique à construire avec l'utilisation de terres rares, c'est quasi impossible à recycler, et au final, l'Allemagne qui a fait l'erreur de se tourner vers cette solution, s'est lourdement endettée auprès de la Chine pour construire ses éoliennes, pour qu'au final, leur production énergétique tombe à un niveau si bas qu'ils soient obligés de rouvrir
les mines de charbon. Bravo, pour sauver la planète, vous êtes devenu le plus gros pollueur d'Europe. Le pétrole, je vous en parle même pas. En 2050, il n'y en aura quasiment plus, ou du moins il sera trop cher à extraire pour être rentable. Non, la seule vraie énergie renouvelable qui marche aujourd'hui, c'est l'hydraulique. Et pour ça, il faut accepter de construire des barrages, donc de noyer des forêts entières, détruire des écosystèmes et risquer comme en Chine des ruptures de barrages qui conduisent à des centaines de milliers de morts. Ça tombe bien vu que dans notre scénario, on est en surpopulation. Alors oui, il reste le nucléaire. C'est l'énergie qui fait le moins de morts, il n'y a pas de CO2, ça produit énormément d'électricité. Sur papier, c'est nickel. Mais c'est pas non plus illimité. Le combustible est recyclable grâce au MOX, mais c'est pas infini. Les filons d'uranium exploitables représentent 5 millions de tonnes, ce qui permettrait au rythme actuel de fournir de l'électricité jusqu'en 2070 pour les plus pessimistes, 2250 selon la NEA, en supputant la découverte de nouveaux filons miniers et l'amélioration des techniques de recyclage. En réalité, si en 2090 les humains souhaitent vivre avec notre niveau de confort, il n'y a qu'une solution, prier que la fusion nucléaire marche. Produire des mini-soleils sur Terre. Le jour où c'est ok, les problèmes énergétiques de l'humanité disparaissent. Il y a des projets, comme ITER, mais c'est expérimental. On n'est pas sûr qu'un jour ça puisse marcher, et c'est le constat le plus terrible à faire. Il faut réussir ou périr. Alors évidemment, il ne faut pas être Cassandre, crier au loup et paniquer. Beaucoup d'influenceurs jouent sur vos peurs pour vous vendre du discours et des programmes politiques, faisant porter sur cette génération le poids de la culpabilité d'exister. Ça finit avec l'AFP qui fait le bilan carbone d'un bébé. Face à ce catastrophisme, de plus en plus de personnes renoncent et préfèrent vivre à fond. Viande, grosse bagnole, foutu pour foutu, comme l'orchestre du Titanic jouant dans un bateau qui coule, autant en profiter à fond. Il existe probablement un entre-deux, celui de l'action politique, de la technologie et des petits gestes qui permettent de gagner du temps jusqu'à trouver de nouvelles solutions énergétiques et alimentaires. On y arrivera, on y est toujours arrivé. Pourquoi ne rêverions-nous pas d'un scénario de station spatiale ou de changement de planète ? J'ai pas la solution miracle, personne n'est devin, mais je peux vous parler d'un petit geste possible. Votre téléphone, composé de plus de 70 matériaux extraits aux quatre coins du monde, vous en doutez, ça crache. Alors au lieu de le jeter au bout d'un an parce que vous l'avez cassé, pourquoi ne pas le protéger ? Oui, transition idéale pour vous introduire le sponsor de cette vidéo, les coques Rhino Shield. Vous connaissez la résistance de leurs matériaux anti-choc, plein de vidéastes ont tenté de le détruire, ça marche pas. Il fonctionne les amis, c'est un Rhino Shield ! Si ça peut vous permettre de rallonger ne serait-ce que d'1 an la durée de vie de votre téléphone, c'est un petit geste qui fait du bien. En plus, il y a plein de designs méga stylés. Rhino Shield travaille avec un tas d'artistes indépendants et des licences officielles comme Harry Potter, Rick and Morty, One Piece, My Hero Academia, et pour les scientifiques, il y a même des designs approuvés par la NASA. Pour vous, on a un coupon de réduction. Avec le code ScienceTrash, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction pendant 48 heures. Le lien est dans la description. Dépêchez-vous. En réalité, qu'importe ce que nous faisons, l'humanité survivra. Ça se fera par la technologie, par le changement des mentalités avec la hausse des prix, ou moins enviable, par les guerres pour les ressources, par la famine pour les perdants. Ça sera pas agréable, mais comme disait le professeur Malcolm, La vie trouve toujours un chemin.